Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Chaque vendredi, ce débat d'intello, ce débat d'intellectuels qui viennent réfléchir, étoffer leur argumentation, si pas expurger la bile de leur foi. De ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes, un substrat qui va permettre à la nation d'avancer. Ces émissions vont traverser les générations. Nous sommes de ceux qui pensons qu'un demi-siècle, un siècle après, que les générations futures se disent qu'en ce moment-là, les jalons étaient posés par certaines personnes. C'est comme ça que nous trions sur le volet des invités qui sortent de l'ordre du commun pour réfléchir sur ce plateau avec nous. Quand on me posait des questions de scepticisme, je répondais qu'il y avait toujours eu en politique une autre tradition qui allait de la fondation du pays aux heures de gloire du mouvement pour les droits civiques. Une tradition reposant sur l'idée simple que chacun de nous est concerné par ce qui arrive aux autres, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, et que si suffisamment des gens croient à cette idée et agissent en conséquence, nous ne réglerons peut-être pas tous les problèmes, mais nous ferons au moins quelque chose qui aura un sens. Plus loin, nous défendons des valeurs, des idéaux. Ces valeurs et ces idéaux ne trouvent pas seulement leur expression sur les stèles en marbre de monuments ou dans la récitation des manuels d'histoire. Ils demeurent vivants dans le cœur et l'esprit de la plupart des Congolais et sont à même de nous inspirer. Orgueil, sens du devoir et du sacrifice. Je l'ai tiré de l'audace d'espérer que j'ai encore lu en 48 heures de Barack Obama. Réveillez-vous, Congolais. Réveillez-vous, jeunes. Levez-vous. Avancez. Volez. Courez, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, ramper. Le plus important, c'est d'avancer. Ne restez pas statique. Ne restez pas immobile. Ne restez pas inerte. Je vous ai toujours dit, même ce corps que vous voyez inerte, après une semaine ou deux, vous trouverez ce corps en décomposition. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Même les communes, on a l'impression que c'est statique, revient 10, 15, 20 ans après, tu verras qu'une commune a changé. Comment toi tu veux rester statique? Arrête de parler des Champions League, discussions de Wenge, des JP, des matchs de football. Pense Congo, pense ton avenir, pose les jalons aujourd'hui pour que ton demain soit différent. On ne peut pas faire les mêmes choses de la même manière et s'attendre à des différents résultats. Allez, nous allons parler du train de vie des institutions. Vous continuez à persister sur cette question, vous continuez à nous envoyer des réactions. Train de vie des institutions. Salaire des uns, des autres. On va effleurer le dossier carburant. Comment faire pour changer la situation sociale du Congolais? Que faire? Comment gérer aussi l'agriculture? La question de l'agriculture, on va poser les jalons aussi aujourd'hui pour finir le vendredi prochain parce qu'on ne peut pas clôturer un dossier comme l'agriculture en une seule émission. Comment faire pour qu'un pays qui a de l'or, diamant, cuivre, tout ce que vous voulez, pour avoir ce téléphone, il faut du coltan du Congo, cassiterite pour les voitures électriques, c'est encore le minerai du Congo. Mais pourquoi le Congolais vit comme un SDF? Pourquoi est-il pauvre? Une pauvreté absolue, même pas relative. Moins de 3 $ le mois. Comment fait-il pour vivre? Comment peut-on acheter le riz aujourd'hui à 100 francs? Une cuillerée de riz pour manger 100 francs. 100 francs qui est 0,001 $. Mais dans un environnement comme le nôtre, comment on fait pour changer la vie du Congolais? Conseil de ministres de chaque vendredi ici. Nous faisons notre conseil de ministres. Nous réfléchissons, nous posons les jalons. Et de ces idées peuvent naître de mesures gouvernementales intelligentes pour changer la vie du Congolais. 4 invités, mais il y aura une nouvelle personnalité qui nous a rejoint sur ce plateau aujourd'hui. Je commence par lui. On a eu à faire une émission avec lui, vous avez beaucoup aimé, fidèles téléspectateurs. Professeur Jojo Sekimonyo, professeur de... Je ne suis pas anglophone, il va me corriger.
l'université SAF Floride, l'université de Floride du Sud. Hein. Voilà. Vous n'aimez pas qu'on vous présente comme professeur, vous aimez qu'on vous présente comme chercheur. C'est USF, c'est ça? USF. USF. Moi, je dis comme introduit comme professeur, c'est dire de moi que je suis diplômé. Je préfère qu'on parle de mes idées, comme ça je me sens intellectuel. Vous préférez qu'on parle de vos idées que de mes votre idées, diplôme? De ma contribution dans la société. Dans la société. Merci beaucoup, professeur Jojo Sekimonyo, d'être avec nous. Désormais, on va compter avec vous. Clin d'œil, Jean Goubal Kalala, clin d'œil, le message est passé. Mon aîné Willy Kalengai, clin d'œil, le message est passé. Maître Serge Lukanga, clin d'œil, le message est passé. On va chercher d'autres programmes où on va avoir deux formats, il n'y a pas de souci. Je suis en train de chercher le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, hein, Oui. parce que ces réflexions, nous en avons besoin. On va créer un autre débat à la télévision. Je vais être avec des jeunes, comme d'habitude, avec ma génération, mais je vais aussi être dans les firmaments un peu avec les intellos pour réfléchir. Albert Molekanzoko, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous aussi, Président. vous avez fini aux États-Unis, hein? Oui, oui. Hopkins? Johns Hopkins Johns University. Ah, j'en sais beaucoup de mes invités. Ouais. Bienvenue. Vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. De la prison, je ne sais pas si vous allez encore aller là-bas. Hein? Oui, je vais encore là-bas, grâce à Dieu, mais je veux simplement vous informer. C'est la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait 9158 incarcérés à Makala. Ce dimanche, il y en avait 9700. Wow. Donc, malgré les instructions données par Madame la ministre au procureur général, en une semaine, nous avons eu 500 prévenus de plus Encore incarcérés. Wow. Alors, certaines personnes disent, mais pourquoi vous ne contactez pas la ministre? Depuis l'année dernière, j'ai contacté la ministre par WhatsApp pour être reçu. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse. Dakar, il y a Maloko et Kotonda. Et d'autre part, Nakalo Yamaloko et Kotonda, j'ai reçu un message d'un ami évoluant en haut d'en haut, disant que vous indisposez le chef, faites attention. Wow. Ma seule réponse est quoi? Je ne fais que ce que Étienne Tshisekedi m'a encouragé de faire. Il m'a toujours encouragé de lutter pour les faibles, pour les vulnérables d'abord. Et je ne peux pas m'arrêter. Donc, si cela indispose quelqu'un, je doute que ça indispose le chef de l'État. C'est plutôt apporter ma contribution à l'aider à changer les choses. Mais nous sommes dans le combat depuis 1985 et nous en connaissons les risques. Mais nous aimons aussi dire que tous ceux qui s'attaquent au combat, leur fin aussi est connue. Vous avez senti un peu des menaces dans les propos, dans les messages reçus? Vous décelez un peu? Non, mais les menaces, ce n'est pas la première fois, mais nous étions habitués à ce genre de menaces, quoique très, très, très rare. Même sous Joseph Kabila, je n'ai jamais été menacé. Oh. Je n'ai jamais été menacé directement, comme je l'ai été sous ce régime. Et c'est ce qui est malheureux et c'est ce qui me fait mal au cœur. Dommage. Professeur Kalele Kabila, bonjour, bienvenue professeur. Bonjour. J'ai lu une lettre au professeur de la Pukin. Vous dites au ministre de l'Enseignement, vous, la Pukin, qu'il est en train de signer des arrêtés fallacieux en attribuant le titre de qualité à des personnes qui n'en ont pas le droit. Vous en pensez quoi aujourd'hui? On est en train même de brader ce titre-là, un titre assez, moi je vais dire, qui revêtait quand même une sacralité à un professeur, le summum. Aujourd'hui, tout est banalisé dans notre pays, professeur. Dommage. Dommage parce que être professeur d'université, ce n'est pas une banalité. Le processus doit être long, rigoureux. Vous devenez assistant, chef de travaux, professeur associé, professeur ordinaire,
Et si vous persévérez, vous arriverez à l'éméritat. Les exigences, c'est toujours les publications. Au moins 2. La durée d'un grade à un autre, c'est au moins 4 ans 4 ans. de production scientifique sérieuse. Depuis que la politique est entrée là-dedans, d'abord pour être retenu assistant, il faut avoir fait au moins une distinction. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez des gens qui terminent sans aucune mention l'université. Donc ils sont retenus assistants. Ils deviennent députés, ministres, avec un peu d'argent. Ils achètent des professeurs, fabriquent le DA jusqu'à devenir professeur. Parfois, quand ils deviennent professeurs, c'est les autorités académiques qui descendent les accueillir au bas du bâtiment administratif pour les amener dans la salle de promotion. Beaucoup de thèses des hommes politiques, j'insiste parce que j'ai des preuves, sont rédigées par des tiers et défendues de manière fantaisiste. Nous tous ici, on a défendu des thèses de doctorat. Moi, j'ai défendu ma thèse de doctorat à Lubumbashi pendant 5 heures. J'étais debout. 5 heures du temps. 5 heures de temps debout. On posait les questions, y compris le public, intellectuel et non intellectuel. Aujourd'hui, c'est 2 petites heures et vous commencez à parler. Même déjà pour les mémoires, on vous applaudit. Allô, Ninaye, allô. Tout est fantaisiste et c'est le politique qui est en train de détruire. D'accord. Ce politique-là reçoit un titre académique. Demain, il devient professeur. Bien dommage. Il n'a pas publié. Il n'a pas dirigé les travaux pratiques. Il devient professeur pour faire quoi? Bon, puisque il est politique, le fait d'être député ou d'être ministre lui confère le droit d'être savant. C'est l'université qui est en train d'être tuée. D'accord. Si elle existe encore, ou ceux qui restent encore de l'université est en train d'être liquidé. Dernier invité, Norbert Yamba Yamba. Bonjour, bienvenue. Des Congolais m'ont appelé pour vous féliciter et ils appellent ça un peu votre réflexion de l'authenticité. Ils disent que Norbert Yamba Yamba est resté respectueux de principes, de dogmes, des valeurs africaines. Et c'est un combat, il semble que vous faites partout. Et que sur ce plateau, vous avez un peu imprégné cet aspect-là. On vous jette de fleurs, bienvenue. Merci. Scientifique, un chercheur. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Je voudrais saluer tous les co-débatteurs. D'accord. On a passé des moments où on ne s'est pas vu. Et ce que je voudrais dire ici, c'est justement de remercier tous ceux qui pensent que nous sommes en train de construire une dynamique autour de la restauration des valeurs africaines, les socles même du développement de notre continent, mais également dire à tous ceux qui pensent, connaissant bien entendu que je suis du pouvoir, je suis de l'IDPS, et que lorsqu'on est ici,
je pense qu'on est en pas train de de casquette réfléchir, politique, ouais. C'est oui. pas des casquettes politiques. Et alors, lorsqu'on est tenu aussi à défendre des idées et que ces idées corroborent, ne serait-ce qu'avec ce que pense le pouvoir, il ne faut pas non plus remettre tout ce que je représente en termes de valeurs intrinsèques pour dire que on est ceci, on est cela. Donc il faut accepter la divergence d'opinion et c'est cette divergence qui va permettre naturellement de construire une dynamique vers la vraie vérité. Très bien. La question est simple. Elle est classique. On dit les savants, c'est celui qui connaît de plus en plus sur de moins en moins sur les détails. Répondez-nous simplement. La question est classique, parce que nous allons parler de la réduction des trains de vie des institutions, la dossier carburant salaire. Dites-nous, professeur scientifique, le Congolais vit dans un pays qu'on appelle scandale géologique. Le Congolais vit dans un pays immense, dans tous les secteurs de la vie. Deuxième forêt bassin du Congo, minerais, diamants, or, cobalt, cuivre, des réserves du monde. La question est simple, qu'est-ce qui fait que le Congolais croupisse dans une misère exécrable pendant qu'il dort sur le diamant, il dort sur l'or, il dort sur le cobalt? Pour les uns, c'est le train de vie, c'est le budget où 70% est bouffé par les institutions, 30% par des millions de Congolais. Pour les autres, ce n'est pas le cas. Même si on enlevait ça, c'est l'homme congolais qui n'est pas construit. On réfléchit ensemble. Dites-nous, à ceux qui nous suivent, réfléchissons ensemble. Parce que la prochaine question serait de savoir que faire. Mais avant d'y arriver, la situation du Congolais, la situation sociale du Congolais, la douleur du Congolais, son malheur, pour que ça change, il faut quoi? Moi, je commence à... Je dis toujours, il faut reformuler la question. Je répète, elle est mal posée. Vous m'avez même dit ça l'autre fois. Vous aimez qu'on dise pourquoi le Congolais en RDC vit dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Ouais. Et surtout, il faut faire la différence entre la pauvreté. Je dis, il y a deux mondes. Je dis, notre pauvreté, bien sûr, elle est aiguë, mais elle est aussi primitive. La pauvreté existe partout. Okay. Mais la différence, dans un pays développé, il y a la pauvreté, mais c'est l'accès aux services sociaux, hein, c'est la nourriture de qualité. Ici, il y a des gens qui n'ont pas de puits d'eau, elle est tellement primitive. Je dis, pour répondre à cette question, on devait reformuler. On doit se demander pourquoi le Congolais en RDC est pauvre. Et la solution, la réponse est simple. Je dis, parce qu'il vit dans un pays à revenus faibles. Un point, c'est tout. Parce que quand tu prends un Congolais, tu l'amènes dans un autre pays, aux États-Unis, en France, il fait l'argent. Donc tu rentres ici, hein, ça ne marche pas. Même un professeur d'université avec un diplôme de MIT, dès qu'il rentre en RDC, il est pauvre. C'est parce que son revenu est faible. Et ça se fait que la valeur qu'on attache à quelqu'un qui fait un travail, disons le plus minime, est attaché à une dignité qui est humaine. Ça veut dire le SMIC aujourd'hui en RDC, je pense, c'est $1 la journée. Ça veut dire, on se dit, si quelqu'un me sert un café, le même café qu'on me sert à New York, il doit faire $1 la journée. Mais celui qui me sert ce même café aux États-Unis, il fait $7 à l'heure. Quand on parle de production, non, on me sert la même tasse de café. Les gens diront parce qu'on n'a pas le même budget que les États-Unis, par exemple. Non, c'est un restaurant. Je vais dans un restaurant, on me sert un café. Le prix, d'habitude, c'est aussi cher qu'ici qu'aux États-Unis, si on peut parler de cher. Mais pourquoi c'est lui qui me sert ce café? On dit sa dignité. Ils peuvent seulement souffrir une pauvreté. Mais l'autre aux États-Unis, non. Cette personne me sert le café. Ils doivent avoir accès à certaines valeurs. Ils doivent avoir une maison, ils doivent avoir, comment on appelle ça, l'eau propre. Hein? C'est seulement nous, c'est psychologique. Et moi, je reviens, c'est idéologique. Je dis, c'est la guerre qui doit commencer. Ça doit être une bataille, surtout en 2023, idéologique. Parce que je me dis, quand vous parlez de, si je peux un peu allonger, Fayoulou, Tshisekedi, Moïse, tous, je dis, ce sont des conservateurs dans leur idéologie du rôle de l'État. C'est l'État qui prend, c'est le papa qui doit faire tout. Et moi, je dis non. Il faut attendre un homme providentiel qui va venir résoudre la vie de tous les Congolais. Et ça existe partout. Quand vous regardez Fati, quand vous avez Bukangalo Sossou. Kabila, vous avez Bukangalo Sossou. Tshisekedi. C'est la même chose, c'est idéologique.
On parle d'alternatives, on ne parle pas de changement. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comment? Il faut changer, il faut aller dans une idée des libéraux pour dire non, c'est au privé. On doit parler de la poche du Congolais. Quand on répond à cette question de cette façon-là, au lieu de dire qu'on est riche en matériaux, sous-sol, déjà il faut savoir le creuser, il faut avoir l'argent pour creuser, on n'est pas riche. On doit comprendre l'économie moderne aujourd'hui, c'est basé sur la dette. Les pays les plus riches, ce sont les pays aussi les plus endettés. La France, 3 000 milliards. Vous donnez aux Congolais, à la RDC, 3 000 milliards. Bien sûr, les gens vont voler, mais il y aura 3 000 milliards à dépenser ici. On doit commencer à penser moderne. Vous avez par exemple le Burundi et la Grèce qui ont pratiquement la même superficie. C'est la même population, 10 millions, mais le Burundi, sa dette est de 1 milliard. La Grèce, c'est 400 milliards. 400 milliards. Vous donnez au Burundi 400 milliards, ça va devenir la Grèce. Le problème est Mais fondamental. s'endetter, c'est pas encore se tuer. Tous les pays développés aujourd'hui, ils sont non seulement endettés nationalement, mais aussi dans le privé. Mais comment ils en font? C'est parce que se disent, c'est le citoyen, il faut parler SMIC, il faut parler de la poche du citoyen. Et tout commence par là. Et après, on peut parler magie, économie, développement, mais on doit parler... Pour vous, il faudrait que le Congo s'endette davantage. Créer la dette. On peut ne pas s'endetter, on peut créer la dette. Ça veut dire? Ça veut dire, c'est là où on dit la différence entre imprimer la monnaie et créer la monnaie. Créer la monnaie. Ça veut dire quand je vais dans une banque pour acheter une maison, on me donne 100 000, là, le 100 000 n'existe pas. On vient de créer 100 000 des millions. C'est un chiffre. C'est un chiffre quelque part. Alors, pour que ça marche, notre économie, surtout le monde financier, doit être moderne. Par exemple, quand on me donne 100 000 pour acheter la maison, le propriétaire de la maison, on ne doit pas lui donner les 100 000. On doit aller verser dans son compte. C'est seulement un chiffre qui va de là et là. On doit faire ça, on doit comprendre. Ça veut dire qu'on est en train de créer la dette qui n'existe pas. Mais pour arriver à ce moment, le salaire du Congolais, les revenus du Congolais doivent être tellement élevés pour dire quand quelqu'un prend une dette, je dis un exemple, quelqu'un au Congo fait 600 $ l'année, le pauvre. Il s'endette à 100%. C'est 600. Qu'est-ce qu'il va faire avec 600? Mais quand on a un pays à revenu à 50 000, 100 000, ils peuvent s'endetter à 100%. Ils le font jusqu'à 200%. Ça veut dire avec un 50 000, vous pouvez faire tellement autant que celui qui s'est endetté pour 600 $. Et je reviens, on doit reformuler cette question d'une façon moderne, pas coloniale. Quand on parle de la RDC, c'est un pays, un scandale géologique, c'est du point de vue d'un colon. Parce qu'il n'a pas à dépenser. Il voit, il peut venir creuser les dégâts environnementaux, c'est pas son problème. Mais s'endetter, c'est aller dans les institutions de Bretton Woods, c'est encore se mettre la corde au cou, la banque Non. mondiale, avec des bénéfices qu'ils vont vous faire, ils vont vous bombarder des choses. Et bien, ils vont Les vous imposer États-Unis, des quand choses. ils viennent de donner à tout le monde 2000 $ pendant Covid, ils ne sont pas allés à Bretton Woods. Ils ont créé la monnaie. Ils se sont dit, on va donner à tout le monde 2000. Et c'est quelque part la Banque fédérale qui dit, on a donné ceci. On doit comprendre. Au lieu d'aller s'endetter, on peut créer la dette interne. Et c'est comme ça que toute la machine va continuer à marcher. Mais avant ça, c'est une guerre idéologique. Même je vais embêter par exemple mon grand frère Yamba ici. Je dis, même mon grand frère Yamba, c'est un africaniste. Bravo. Et moi, je ne pense pas à l'Afrique. Je dis, non, on est Congolais, on doit coloniser les autres. Pas de pitié. Mais ce sont des genres de débats modernes qu'on doit engager. Tant qu'on parle, encore je répète, Congolais, il est riche dans un pays, tout ça. C'est colonial, c'est passé. C'est passé. On doit dire pourquoi le Congolais est pauvre en RDC. C'est parce qu'il vit dans un pays à revenus faibles. Ça, c'est déjà le premier pas vers la bonne direction du long voyage. Norbert Yamba, parce qu'il faut qu'on s'endette davantage pour donner les moyens aux Congolais. Et plus ça tourne, plus ça va nous sortir de cette situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez m'excuser, je n'aime pas des voies déjà tracées. En fait. J'aime bien le prof Seki Mounio, on a toujours discuté, une discussion fondamentalement idéologique, parce que lui, il est dans une logique rostovienne. Ok. Où il estime que, bon, il faut suivre ainsi une série d'étapes, il faut avoir des revenus, et puis la consommation, et tout le monde trouve son compte. Certainement qu'il a raison, parce que c'est une vision égocentrique à rentabilité externe. Et il dit même qu'ils étaient ici, ils prenaient nos potentialités, ils allaient chez eux, mais au moins ils ont des industries pour transformer et créer des valeurs ajoutées.
nous n'en avons pas. C'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous pouvons créer, avoir des revenus. Parce que tendance générale, et ça c'est un débat fondamentalement intellectuel, Peter. Oh, nous avons des richesses, il y a le cobalt, il y a ceci. Mais quel cobalt? Qui extrait ça? Qui exploite ça? Qu'est-ce qui transforme ça? Le cobalt, on l'utilise pour quoi faire? C'est pas ici, mais ça se fait ailleurs. Alors maintenant, quelqu'un qui paie juste des petites rentes, et ça rentre combien? On a difficile à faire même 10 milliards de dollars. Dans une situation, il prenait l'exemple de la France. Le produit intérieur brut, on est dans les 3 000 milliards. Ouais. L'équivalence même de sa dette, en fait. Ouais. Mais quand vous prenez le revenu, j'allais dire le budget annuel, c'est une moyenne de 400 milliards, donc 330 milliards d'euros. Et nous, on a un espace 4 fois plus que la France. Nous n'avons que 10 milliards. 10 milliards, on est à 40 et ça sont des budgets prévisionnels. Oui. Alors maintenant, pourquoi nous avons 10 milliards au moment où nous avons plus de potentialité que la France, voilà. Au moment où nous avons plus d'habitants que la France, etc. C'est ça le grand problème. Et donc, si on n'aura pas compris qu'il n'y a que la production de richesses, et la production de richesses passe par l'invention de nouvelles technologies, une éducation correspondante, c'est-à-dire avoir des hommes et des femmes qui peuvent travailler dans ces industries pour transformer, créer une chaîne de valeur ajoutée et avoir des richesses. Quelqu'un qui était Premier ministre en France, c'était Raymond Barre. Il disait que l'économie, c'est la gestion des ressources rares. Vous ne pouvez pas dire le bassin du Congo avec 250 millions d'hectares, c'est une richesse. Ah, non. Ce n'est pas une ressource rare. Et d'ailleurs, même les Blancs se sont organisés pour que toutes les forêts naturelles ne soient pas compassables. Vous voyez, ça c'est un problème réel. Donc, nous devons faire, à partir, n'est-ce pas, de ce que nous avons comme potentialité, tous ces minéraux, toutes ces ressources naturelles, etc. Il faudrait que nous soyons en mesure de les exploiter nous-mêmes, de les transformer à l'interne, de commercialiser à l'interne et d'avoir des richesses qui nous permettent de faire des affectations rationnelles. Et ça, il faut beaucoup de réformes. Ce n'est pas une vision sectariste. Il faut toucher l'éducation. Quelle éducation nous avons? Qui on forme? Pour avoir quelle valeur ajoutée, quelle plus-value dans la société? Voilà. Si on a produit autant de diplômés, oui, ils vont travailler où? Pour avoir quel résultat? Il faut une redéfinition. Parce qu'on a plus créé des diplômés, mais on n'a pas créé des hommes qui peuvent transformer la société. Et ça, c'est un problème réel. Donc, aujourd'hui... plus de chercheurs d'emploi que de créateurs d'emploi. Créateurs d'emploi. Il faut que cette vision entrepreneuriale soit imbibée dans notre formation. Et quelqu'un disait décloisonner l'enseignement et... c'est pas les il faut adapter l'enseignement à la situation actuelle. À la situation, mais il faut inventer. Il faut inventer, il faut des technologies. Et ces technologies, ce sont des chercheurs, ce sont des universités, encore que ce soit des universités spécialisées. La Chine comme l'Inde, ils ont commencé comme nous. Aujourd'hui, l'Inde, qui a compris cet état de choses, il a plus d'ingénieurs. En informatique, les Indiens aujourd'hui sont n'importe quel pays au monde. La Corée du Sud, la même chose. Tu vois, etc. Alors nous aimons bien avoir autant de diplômés, nous en comptons des millions, mais qui sont dans la rue en train véritablement de chercher du travail. Or, vous ne pouvez pas créer du travail si vous n'avez pas des entreprises, vous n'avez pas des sociétés qui fonctionnent. Et ces sociétés fonctionnent à travers la production de richesses en chaîne. S'il y a des extractions, on extrait, on crée une société. S'il y a transformation, on crée une deuxième société. S'il y a commercialisation, on crée. Et à chaque niveau, on engage les gens. Ici, tel n'est pas le cas. Donc, si vous allez demander qu'on diminue la pauvreté, il faut aller dans une logique holistique, globalisante. Ça veut dire toucher l'enseignement, toucher l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs secteurs à toucher. Plusieurs secteurs, mais des réformes, mais pas des réformes déclaratoires, mais des réformes pas qui sont cosmétiques. Non. Et ça, nous, on est dans les cosmétiques. Et même quand nous faisons l'analyse pour apprécier la performance, on est dans les cosmétiques. Ça veut dire, en fait, on ne pose pas de questions de fond. Je termine en disant, l'autre fois, j'ai donné l'exemple de l'Allemagne. Et quand je vous disais qu'en Allemagne, j'avais un collègue, d'ailleurs, c'est Albert Moleka qui m'a envoyé, en fait,
dans les cadres de l'IDPS, Ok. chez les sociaux-démocrates. Et j'étais jusqu'au niveau du bureau du premier de la chancelière allemande. Je ne vois ni militaires, je ne vois pas de personnes, etc. Je pose la question. Mais pourquoi, où sont les militaires pour assurer la garde? Il me dit, monsieur Yamba, nous on a résolu le problème des citoyens simples. C'est-à-dire qu'en fait, les injustices sont tellement réduites que ce n'est pas ressenti, chacun trouve son compte, et on ne peut pas prévenir que tel va venir bousiller le bureau, par exemple, de la chancelière au moment où il trouve son Donc quand compte. les gens sont occupés, ils se retrouvent, ils sont moins intéressés. Ils sont occupés, mais il y a à la une répartition. politique, Il y a une répartition équitable des revenus. Et ça, c'est très important. Mais quand ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, certains, par exemple, ont autant de millions 70% et du budget. les autres n'en ont pas, ça crée, n'est-ce pas, un sentiment pour dire, mais c'est notre pays à nous tous. Eh bien bon, je n'ai que des moyens de facilité pour poser des actes incontrôlés. Donc, il faut toute une politique gouvernementale autour des grandes réformes dans les différents secteurs de la vie nationale. Même si on change l'éducation, on change l'éducation, il faut travailler dans la perspective de la technologie. Mais il y a aussi la politique. Quelle politique que nous faisons? Quelles sont les institutions qui sont les nôtres? L'agronome là disait que chez nous, on crée plus, on croit que c'est en créant Raymond Dumont, on croit que l'administration est une usine de production. Donc on crée des services, mais on ne crée pas de richesses. Et curieusement, les services absorbent le peu de moyens que nous avons. Entre-temps, on se préoccupe de moins en moins du nombre d'habitants que nous avons. Hier, on était à 50 millions, 60 millions. Aujourd'hui, on est à 110 millions. En 2050, on sera à plus de 200 millions. Est-ce qu'il y a une planification? Est-ce qu'il y a une cohérence mathématique entre la production et le nombre d'habitants, etc. Et tout ça, c'est un exercice à faire. C'est l'engagement, c'est la détermination des différents, des uns et des autres pour que véritablement on puisse avancer. Albert Mouleka, nous sortons comment de cette situation? Comment nous arrivons à donner aux Congolais le minimum, qu'ils soient en mesure d'aller à l'école, d'envoyer son enfant à l'hôpital, d'avoir un moyen de déplacement, de manger 3 fois par jour? On arrive comment à cette stabilité? On fait quoi? Merci Peter. J'ai apprécié, je suis assez impressionné par les premières pensées de nos deux éminents chercheurs et intellectuels. Je retiens la pauvreté primitive, mon jeune frère, et je retiens chez Norbert la notion de justice distributive, qui nous amène alors dans le champ de la responsabilité politique, dans le sens d'une gouvernance. Okay. Vous savez, dans notre pays, nous avons une expression pour traduire cette pauvreté. On dit tous Mboke Koufi. Mboke Koufi. Mboke c'est Koufa na Mboka. Voilà. Étienne Tshisekedi disait Mboka et Koufi Likolo ya Moyibi. C'était vrai et ça reste vrai. Donc la problématique de la gouvernance, c'est-à-dire de la restauration de principes élémentaires, la défense et la pratique de certaines valeurs de gestion, telles que l'intégrité, telles que l'honnêteté. Vous savez, l'honnêteté dans la gouvernance financière, ça tient sur un point essentiel, une arithmétique qui est respectée. 1 + 1 = 2. Mais déjà, dans le processus de désignation de nos responsables politiques, nous ne respectons pas la vérité arithmétique. Donc, à quoi devons-nous nous attendre? Je crois qu'il faut, en écoutant nos deux frères, nous sommes appelés à produire, je dirais, une renaissance de ce Congo, en tenant compte et en faisant appel aussi à nos valeurs africaines, à nos valeurs congolaises. Pourquoi? Parce que, bien sûr, la pauvreté existe partout, comme l'a dit mon jeune frère. Encore faut-il avoir de quelle pauvreté parlons-nous? Mais une chose claire aussi, c'est que dans notre culture, dans nos valeurs, il y a un élément qui était très régulateur de la pauvreté, c'est le solidarisme, la solidarité.
Le solidarisme qui était la doctrine de l'UDPS historique. Le solidarisme, c'est-à-dire que ce que nous produisons, celui qui n'a pas, ceux qui ont au sein de la communauté doivent penser à lui. Donc, dans le langage moderne, on peut parler de la justice distributive. Mais une chose sur laquelle je ne dis pas je ne suis pas d'accord avec mon jeune frère, mais peut-être qu'il pourra mieux me l'expliquer. Moi, j'estime qu'en termes de revenus, ou en termes d'argent, notre pays produit assez, produit beaucoup. Ah bon? Nous devrions produire, mais oui, lorsque vous suivez les comptes en banque à l'étranger de nos dirigeants, Peter, tu vas pas, c'est pour ça, c'est un peu difficile pour les étrangers. Nous disons, nous avons un pays pauvre. Mais un pays pauvre, comment nous voyons les comptes en banque de vos dirigeants? Nous voyons les deals qui se produisent chez vous. Le problème, c'est au niveau de la gouvernance. On doit exiger, au-delà d'une compétence, on doit exiger certaines valeurs dans la gouvernance. Norbert a cité tout à l'heure Raymond Dumont, lorsqu'il disait que dans certains pays africains, l'administration est devenue un lieu de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes, surtout des citadins, ils aspirent à quoi? À devenir député, à devenir ministre, mandataire, donc, à suivre des leaders politiques en espérant qu'à travers eux, ils puissent percer dans ce domaine-là. Tandis qu'il fut d'une époque, si je prends l'exemple de nos parents, de nos parents ou quoi, mon père a étudié jusqu'à la 3e année primaire. Mais il est devenu le spécialiste de radiotéléphonie, le meilleur spécialiste de Léopoldville. À cette époque-là, vous savez, même nous, notre génération, ne parlait pas je vais devenir politicien ou je vais vivre en tant que politicien. Je crois qu'il y a tout un travail de reconstruction de la personnalité, surtout de la personne politique congolaise, parce que qu'on le veuille ou non, chaque pays doit avoir des dirigeants, doit avoir des managers de la chose publique. Et cette chose publique, une fois pour toutes, que nous comprenions que ce soit le politicien, que ce soit les institutions, leur rôle, c'est de permettre qu'il y ait un cadre dans lequel, par exemple, les entrepreneurs puissent faire leur travail, dans lequel les académiques puissent aussi évoluer, qu'ils aient les possibilités de faire les recherches qui s'imposent, et un environnement dans lequel les étudiants puissent aussi évoluer d'une manière intellectuelle. Mon jeune frère a mentionné le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est une grande institution académique aux États-Unis. J'ai eu la chance de visiter le MIT, notre aîné, le professeur Jean Bellé, m'a fait visiter MIT, oui, le concepteur des appareils au CAPI. Et c'était un dimanche. On a visité principalement les départements scientifiques et technologiques, comme c'est sa spécialité. À la fin de la visite, il me pose la question, les Kinanga ont remarqué Nini. Je lui dis, j'ai vu d'abord, il y avait beaucoup d'étudiants. Pour un dimanche qui viennent dans la bibliothèque faire leurs recherches, tout ça. Le but c'est bien, mais au remarqué ni n'a pas étudiant on dit n'a eu aux la raciste mais n'a remarqué belé ba misumike dit au moins malam 80% des étudiants au Bayaka qu'on ça la recherche dimanche pas à chinois. Pas à chinois. Yakawa dimanche ça la recherche na bango tout ça mais bachino yo même ba oyo ba botami awa na États-Unis bazo yekola tout ça mais batikala tout na motema ndeni ba contribuer na avancement ya mboka na bango. Ça pour mettre un peu peut-être en orbite un point.
par rapport à l'opportunité aussi que nous avons avec le rôle de notre diaspora, le rôle que la diaspora peut et doit jouer dans l'avenir, dans l'avenir de notre pays. Je suis persuadé qu'en tenant compte des opportunités que la diaspora a, tout en affirmant certaines valeurs de nos traditions qui ont prouvé que dans nos villages, même s'il y avait des pauvres, mais les pauvres n'étaient pas délaissés pour compte. Aujourd'hui, le pauvre est devenu un laissé pour compte. Nous avons vécu dans cette ville, on n'a pas eu tout le temps des enfants dans la rue, des mendiants. Non, ça n'a pas existé à un moment. Il faut aussi savoir et avoir comme, je dirais, signaux d'encouragement certains faits qui ont été réalisés dans ce Congo par des Congolais. Nous avons eu une monnaie convertible dans ce Congo, c'était réalisé par des Congolais. Nous avons eu des gestions qualitatives et de bon niveau dans ce Congo, c'était fait par des Congolais. Donc cela est possible, nous devons faire ce revirement et créer cette renaissance de notre société. Vous avez parlé de les dépenses des institutions, oui. Combien les institutions coûtent à notre pays. Mais je veux dire, c'est un scandale parce qu'un pays tel que le nôtre se permettre des salaires dans le secteur non seulement public, mais dans le secteur politique. Par exemple, parce que tu n'étais pas cédé public, les recettes additionnelles en plus. On peut nous remettre l'image. Les recettes additionnelles de près de 2,9 milliards de dollars du collectif budgétaire ont été à plus de 80% affectées au fonctionnement et rémunération des institutions. Présidence, 72,3 millions de dollars. Primature, 9,5 millions. Assemblée nationale, 27,5 millions. Sénat, 24,9 millions. Avec tout cet argent, Peter, je crois que Norbert est mieux qualifié. Parce que je sais que on est ici en émission fréquemment, hein, mais j'estime que Norbert n'a pas encore vraiment donné. Norbert est une personne, c'est pas seulement un intello, mais il a des solutions pratiques. Okay. Mais pourquoi on n'écoute pas des personnes comme ça? Parce qu'ils ne sont pas dans les COP, ils ne sont pas dans les deals. Vous savez, on cherche des solutions, mais il y a des préalables à toute solution. Et les préalables, vous savez, Mboka, Ezokufa, Pona, Kimoyibi, il faut d'abord arrêter Kimoyibi. Okay. Sinon, toutes les solutions que nous pouvons sortir ici, si les personnes qui doivent agir, qui doivent donner le ton, qui doivent assurer le cadre où toutes ces choses, toutes ces initiatives vont s'appliquer, si ces personnes-là, au niveau principe, au niveau moral, au niveau de leur propre personnalité, ne sont pas des personnes intègres, honnêtes, ne savent pas se priver de mettre la main à la caisse, donc ça sera compliqué. Donc il y a un problème d'homme. Il y a un problème d'homme. Professeur, quel est le problème? On peut s'endetter, comme dit le professeur, on peut avoir des milliards, mais si on a des gens qui n'ont pas de moralité, qui n'ont pas le respect de l'argent public, ça va finir dans les comptes privés. Professeur. Oui, il y a beaucoup de vrai dans ce qui a été dit. Mais moi, je crois qu'il faut relativiser beaucoup de choses. Qu'il faut aussi penser système. Ce pays a une histoire. L'histoire que nous avons ici, c'est l'histoire coloniale et post-coloniale. Ce serait faux de croire que le colonisateur était venu ici pour enrichir le colonisé, pour développer le colonisé. Non. Le colonisateur est venu ici pour s'enrichir lui et développer son pays.
piller le colonisé. Regardez même le train de vie du blanc pendant la colonisation. Comparez-le au train de vie du noir pendant la colonisation. Même du noir évolué. Vous avez un résumé très éloquent de cette situation dans le discours du 30 juin de Lumumba. Les salaires qui ne nous permettaient pas de nourrir et d'habiller nos enfants comme des êtres chers. Donc les inégalités sociales au niveau salarial se posaient déjà avec acuité à cette époque-là. Et ce n'était pas seulement dans un secteur. Ils ont parlé de l'idéologie. Oui. L'un des principes, c'est faire tout pour éviter que le noir ne s'enrichisse. Il deviendrait dangereux. Oh, Oui. C'est le catéchisme du colonisé qui était relayé par les missionnaires catholique. catholiques et protestants. Il faut les appauvrir au maximum pour qu'ils nous soient de plus en plus soumis. La pauvreté a une fonction dans la société. Dans la société coloniale, elle appelait le colonisé à être soumis en lui privant de l'argent. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il vient des États-Unis. Vous avez eu chez vous là-bas la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Et vous avez eu des principes aux États-Unis, en Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'Amérique latine là-bas. Pauvre Amérique latine. Si loin du ciel, si près des États-Unis. Donc à côté là, ce n'est pas tous les Américains pour la richesse de laquelle on a travaillé. C'est quelques individus qui deviennent multimilliardaires et qui continuent à l'être, et d'autres qui boivent du noir. C'est le système aujourd'hui qui continue. Quand vous donnez vos chiffres là-bas, Oui. la présidence de la République, 80%. Mais cette présidence de la République, traduisait en chiffres, c'est combien de personnes dont chacun touche combien. Si vous avez un ministre qui touche par exemple 50 000 $, il est licencié quelque part. Vous avez un enseignant licencié, peut-être de la même université, il touche 100 $. Dans le même pays, en plus de ça, il vole. Comment vous allez établir cet équilibre? Nous pensons que il faut réfléchir sur le changement et du système mis en place qui doit appauvrir la majorité et enrichir la minorité et les individus. Parce que les individus, s'ils ne réagissent pas contre les injustices, ils restent dans cette situation-là.
Voyez ce que disait le général Janssens. Après l'indépendance, sera comme avant l'indépendance. C'est la triste réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Rien n'a changé. Ça s'empire pratiquement dans tous les domaines. Et un philosophe français né en Afrique du Nord, c'est Camus. Albert Camus. Oui. Il peut y avoir de la honte à être heureux seul. Tout seul. Aujourd'hui, cette honte-là n'existe pas. Vous avez des gens qui touchent 25 000, 100 000, d'autres qui touchent, comme je dis, $100 avec beaucoup de retard et souvent aussi grignoté. Prenez la situation aujourd'hui. Les médecins, depuis combien de temps sont-ils en grève? Ils sont en grève. Ça fait plusieurs mois maintenant. Il y a combien de morts? Dans les hôpitaux. Qui s'en occupe? L'université qui doit produire, qui doit inventer, elle est en grève. Ça fait combien de mois? Qui s'en occupe? Nous vivons comme s'il n'y avait rien dans ce pays. Même quand les gens s'entretuent à côté ici. Yumbi, tout ça. Mais on vit comme s'il n'y avait pas de problème. Si vous allez à l'Est. Bonagana est pris. Oui. Ça sera pour longtemps. Je crois même on va étendre cette affaire-là parce que les... Il ne faut pas être un prophète de malheur. Les Mbororo, non, je constate. Malheureusement, je suis sociologue. Je constate. Les Mbororo sont là-bas. Ça fait combien de temps? Les Zambiens qui étaient entrés du côté de Kalemi, là, ça fait combien de temps? Le discours politique dans le gouvernement précédent, on nous trompait que les Zambiens étaient déjà rentrés. Ils sont toujours là. Chacun prend son morceau et reste là-bas. Le pays ici, nous continuons à danser le ndombolo. Ce qu'il faut faire, à notre avis, ce n'est pas des réformes timides. Ce n'est pas l'endettement. Un type endetté, c'est un esclave. Il est même moralement diminué. Mais on voit la Chine s'endetter, la France, les États-Unis. Oui, mais c'est des pays surendettés. La Chine, nous avons été tous endettés en Chine. La Chine, avant Mao, il y avait beaucoup de gens qui vivaient de la soupe populaire. La Chine a travaillé. Et la Chine continue à travailler fort. C'est le travail, c'est la créativité. Je crois que ça doit être dans les 200, si mes chiffres sont bons, 245 inventions par an en Chine. C'est des universités pour créer, pas des universités pour mémoriser et reproduire. Nos universités ici, allez à côté de celle qui est la plus proche. Quel est l'état des bibliothèques? Quel est l'état des laboratoires? Allez en Polytechnique, à la faculté des sciences, à la faculté de médecine, d'agronomie et tout ça. Qu'est-ce qu'on produit là? Quel équipement on a? Qu'est-ce que le gouvernement fait là-bas? Généralement, on attend des petits dons.
qu'on vient donner à telle faculté. Avec le don, vous pouvez évoluer jusqu'où? C'est le système, et nous l'avons déjà dans le discours auquel j'ai fait allusion, le discours de Lumumba. J'invite à ce qu'on le lise, qu'on le médite très sérieusement. Il a tout dit Parce dedans. que la voie est déjà tracée là-dedans. Ok. En ce qui concerne le système d'enseignement et tout le reste, même le système politique. Là-dedans, on ne peut pas espérer se développer en continuant dans le système qui a été mis en place, qui est colonial et néocolonial, qui est un système pour le sous-développement. On ne peut pas se développer dans le sous-développement. On ne va pas se développer avec l'aide, avec la coopération technique, avec l'endettement, avec les voyages à gauche, à droite, sur place ou ailleurs. Vous voyez comment tous les pays africains nous sommes en train de tourner. Le jeune roi là, il est venu ici pour le 62e anniversaire Le roi de la Belgique. oui, de l'indépendance. 62e anniversaire, De l'indépendance. c'est l'âge de la République, qui correspond à son âge, Il a aussi 62 ans. 62 ans. Et nous avons demandé tous ici qu'il nous aide à nous développer. Vous comprenez des choses comme ça? Nous avons été aux États-Unis, nous avons été en URSS maintenant, nous allons aller en Ukraine demain, en Angleterre. On est allé étudier partout. Quand on revient ici, on est tropicalisé, on redevient congolais. Je termine en disant, c'est une boutade. Dit, après avoir créé le monde, Dieu a entrepris une visite d'inspection pour vérifier ce qu'il avait donné à chaque pays. À l'étape du Congo, les anges l'arrêtent. Patron, est-ce qu'on peut vous poser une question? Il dit oui. Mais à ce pays, vous avez quand même un peu trop donné. Après quelques minutes de silence, il dit oui, je me rends compte effectivement que j'ai trop donné. Ne vous en faites pas, vous allez voir quel type d'homme je vais mettre. Et il a mis les Congolais. Nous sommes là. Donc nous faisons partie du problème. Un problème très sérieux. Comment nous, on peut aller emprunter 100 millions de dollars à la Belgique? Vous trouvez ça sérieux? D'accord. Professeur José Kimono, il ne faut pas s'endetter parce que l'homme congolais pose déjà problème. Non, moi je dis, dans cette discussion, je dis oui, il y a un problème de système. Mais créer un système, c'est basé sur des idéologies. On peut réformer, mais idéologiquement, quand on n'a pas une bataille, on va recréer un système qui ne va pas marcher. Par exemple, moi je ne crois pas en la solidarité. Je crois que c'est ça qui fait un problème dans notre notion, dans notre nation. Mais c'est encore purement idéologique. Je dis, on doit diviser la société congolaise ou le débat en deux groupes. D'abord, avant de parler de toutes choses, je dis, on doit parler des conservateurs, que je dis IDPS, Fayoulou, tout ça, qui ont fondamentalement la même idée sur le rôle de l'État. Hein? On dit qu'il faut créer des secteurs. Je vous dis, par exemple, on veut créer des parcs industriels sans parc d'innovation. Et moi, je dis, on doit parler innovation et c'est au Congolais, lui, de faire l'industriel. De deux, même votre question, vous avez dit comment on peut faire que le Congolais mange, envoie son enfant à l'école, ceci. Je dis, c'est à lui de décider.
C'est à lui de décider. Faisons du Congolais un revenu supérieur. S'il ne veut pas manger, il ne veut pas manger. S'il ne veut pas envoyer son enfant, notre rôle, ce n'est pas de faire à ce que le Congolais envoie son enfant à l'école. Le rôle de l'État, c'est faire que si le Congolais veut, il peut. C'est ça que je dis la différence. Je dis, on ne doit pas penser, même quand on parle du budget de l'État, ce n'est pas la maladie, c'est un symptôme. Quand on réduit... C'est pas la maladie. Non, on peut réduire le train de vie des institutions. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils ne vont pas l'injecter dans l'économie. Ils vont créer Bukangaloso. Ils vont se repayer d'une autre façon. C'est idéologique. Je dis non, on ne doit pas parler de salaire des députés, tout ça, c'est la distraction encore. On doit parler du revenu du Congolais. Pas le salaire des députés. Non, ça c'est trop de bruit parce qu'on peut la réduire. Même aujourd'hui, quand on a dit qu'il touchait, je crois, 21 000, quelqu'un a dit non, non, on touche que je crois 15 000, je crois. Et puis il y a les invisibles. Ça veut dire ils vont créer une autre façon de manger cet argent. C'est que je dis, non, même le budget de l'État, il est faible. Parce que si on veut augmenter le budget de l'État, disons passant de 15 milliards à 50 milliards, on doit s'alarmer. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont venir aujourd'hui torturer des entrepreneurs comme toi pour agrandir le budget. Le plus scandaleux qu'on devait montrer, c'est le revenu du Congolais. C'est le taux de chômage qu'on ne sait pas. Hein? On ne sait même pas combien de Congolais sont en RDC. Tous les chiffres qu'on donne, ce sont des estimations. Ouais. On me dit, non, on doit notre économie sur de bonnes bases. Je dis, non, on doit des économies sur des bases modernes. Et je vois, oui, il y a la discussion, on a des idées différentes ici, mais je dis, les gens doivent regrouper. Je vous aime bien tous. Je dis, tous ce sont des conservateurs. Ils parlent l'État qui doit faire quelque chose pour les infirmiers. Ils parlent l'État doit faire ceci. Je dis, non, le rôle de l'État, c'est pas ça. Le rôle de l'État, c'est quoi? Créer le déficit pour injecter directement l'argent dans les économies locales. Par exemple, je parlais une fois de la cantine scolaire. Je ne crois pas en l'agriculture. Je ne crois pas que ça va développer ce pays. Toutefois, je dis, on peut faire ça. On peut faire des cantines scolaires et exiger les écoles ou les gens qui vont préparer cette nourriture d'acheter localement 50% et accroître ce niveau, hein, ce taux d'exigence petit à petit. Qu'est-ce que ça fait? Ça injecte l'argent de l'État dans les économies locales. Parce que quand ça va donner à l'agriculteur va acheter autre chose que juste à manger. Je dis, on est fondamental. Si on peut aller aux élections en 2023, dans une discussion idéologique, avant de parler de système, on aura beaucoup fait. Mais on doit comprendre ce que mes grands frères disent. Tout ce qu'ils disent, c'est l'État, 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 l'État. Le train de vie de l'État. L'État devait faire ceci. L'État est partout. L'État est partout et je pourrais même dire, si je peux exagérer, permettez-moi d'exagérer, on a décolonisé l'état d'esprit du Congolais. Mais malheureusement, les leaders, je peux dire leaders, exagérer le terme, les gens qu'on regarde à la télé, qu'on suit, ils sont colonisés. Ils parlent l'État, ils parlent économie coloniale, ils parlent de valeur ajoutée, hein, transformation de valeur ajoutée. J'ai dit non. Même la Chine, quand Mao a pris le pouvoir, il a institué quoi? La réforme agraire. 100 millions de Chinois sont morts. Qu'est-ce que les Chinois ont fait après? Ils ont commencé à travailler et à tricher. Ils ont copié. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Chinois, comment ils travaillent? Aujourd'hui, le résultat, les Chinois trichent et travaillent. Tricher, ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont copié plein de choses. Ils ont eu à copier jusqu'à ce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont copié. Ok. Ils ont triché. Mais vous comprenez, vers les années 80, 90, c'est comme ça qu'ils sont à MIT, ils peuvent maintenant tricher et travailler moins. Ça veut dire qu'ils sont dans les finances. Ils ont créé Alibaba comme Amazon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'Alibaba? Ils sont allés dans la bourse et ils ont vendu des shares. Ils ont triché. Quelle est la valeur d'une compagnie en Chine? On a trouvé même, je crois, même il y a des compagnies, plus de 500 qu'on a trouvées, n'existent vraiment pas en Chine. Ils sont allés à la bourse, ils ont vendu. Comme tout le monde, les enchères, Uber, tout le monde triche. Et puis ils travaillent le moins. Je dis non, on ne doit pas travailler. On doit apprendre à tricher et puis travailler. C'est à ce moment-là qu'on parle du marché des idées.
On ne doit pas transformer. Moi, je dis, oubliez le matériau. Oublions le sous-sol. Le sol, pensons la tête du Congolais. Pas de son ventre. Le Congolais doit être compétitif, moderne et tricher. C'est comme ça que je dis, on parle d'imprimer la monnaie, mais personne ne parle de la création de la monnaie. Ça veut dire on parle de la banque centrale au lieu de parler des banques commerciaux qui doivent faire des dettes. Alors je dis idéologiquement, c'est là des générations, c'est même pas des générations, c'est des points de vue idéologiques différents. Vous vous endettez comme si l'homme congolais n'est pas bon, il va voler cet argent encore. Le Congolais vole l'argent, c'est pas parce qu'il est voleur. Moi, je vis aux États-Unis, je réside aux États-Unis. J'ai aucune tentation de voler, comme ça, le pain ou quelque chose. Mais quelque part, je vole intellectuellement. Je vends mes idées, mes livres à un prix très élevé. Mes livres sont vendus à 40 $. Je vole. Mais quand je viens au Congo, je me rends compte qu'il y a un autre abcès. Ce n'est pas que le Congolais vole, le Congolais est corruptible. Ça veut dire un policier congolais qui peut être en Belgique, il ne vous arrête pas pour les papiers. Il arrive ici, un Congolais ici, il vous arrête pour les papiers. La différence entre les deux, c'est le salaire. Ici, il fait 50 balles. L'autre, il fait 15 000, je ne sais pas combien. Ça veut dire on doit rendre la tentation du Congolais réduire. Et ça prend l'argent. On parle des universités, il faut produire les idées. Mais pour produire les idées, il faut l'argent. Il faut l'argent, ça veut dire la plus grande dette. Une des plus grandes dettes aux États-Unis, c'est les bourses de l'État, les dettes des étudiants. C'est maintenant 1,6 000 milliards. Ça veut dire, pour qu'une université aujourd'hui, UNIKIN, devienne MIT, on doit faire que les universités paient cher. Mais comment ils vont trouver l'argent? Ils doivent s'endetter. Et comment ils vont s'endetter? Ce n'est pas par la Banque centrale imprimée, donner à tout le monde 10 000 $ pour payer le professeur. Non. On doit créer la monnaie pour qu'ils s'endettent. Une monnaie qui n'existe pas, ils prennent une monnaie qui n'existe pas, donnent à l'université, et l'université prend cette monnaie qui n'existe pas, paye le meilleur des chercheurs. Ne me demandez pas à un professeur qui n'est pas bien payé de faire la recherche. Moi, je fais la recherche parce qu'au moins, j'ai le temps à gaspiller, si on peut dire. Je m'assieds toute la journée. Je n'ai pas le souci. Il y a certains trucs dont je n'ai pas le souci. Mais parce que les gens m'autorisent ce privilège, parce que je vends les idées, je crée les idées. Et en plus, dans le monde extérieur, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les Américains qui créent les idées. C'est un petit groupe qui fait marcher les autres choses. Par exemple, je dis même pour ajouter dans la paix, on sait que dans le monde, aujourd'hui, pour créer un boom économique, doit se poser dans l'immobilier. Parce que si vous donnez la dette à quelqu'un qui achète une voiture, c'est fini, ça part. La voiture peut-être n'est pas produite ici, mais la maison reste. Et ils ont compris. C'est comme ça qu'on avait le boom économique et ça a même éclaté. Ça a pris Alan Greenspan, un petit groupe, pour comprendre comment on va faire bouger l'économie. On va savoir tricher. On va créer un boom artificiel avec l'argent qui n'existe pas. Mais quand les gens ont exagéré à tricher, ça a éclaté. Mais comment ils ont sauvé l'économie? Avec un autre argent qui n'existe pas. De l'État, venant de l'État. Non, pas de l'État. L'argent n'est pas venu de l'État. Non, c'est avec l'argent de l'État que Obama a sauvé les Chrysler, avec les engagements de l'État. L'argent n'existait pas. Non, quand tu dis, il y a un problème, il y a un problème de langage ici. Yes. Quand tu dis l'argent créé et l'argent imprimé, oui, bien sûr, l'argent créé, c'est pas de l'argent que tu peux toucher. Mais si parlons d'argent en tant que valeur, en tant que moyen de paiement. Parce que ce soit la dette d'argent créée ou la dette d'argent imprimée, ça reste une dette. Et la chose la plus importante, et je crois que c'est ce qui réunit un peu ton raisonnement avec les autres, c'est que tu ne peux pas baser ton raisonnement en termes de solution au niveau économique simplement par la création de dette. Tu crées la dette, mais cette dette va financer quoi? Va financer des activités productives d'emploi, productives de richesse, ou cette dette que tu crées, si elle est avec le système actuel, si elle est utilisée colonialement, c'est-à-dire, allez, dans la poche.
Where's the beef? Je suis d'accord, juste un point pour dire, mais comment, même si tu donnes l'argent, comment garantir ça sera dans la production? C'est pas garanti. Tout ce qu'on va faire, c'est jeter l'argent sur les citoyens. Les Américains, vous savez, ils ont donné l'argent qui n'existait pas pour sauver ces compagnies qui vont repayer, soi-disant, l'argent qui n'existait pas. Ils n'ont pas imprimé. Obama a donné l'argent qui n'existait pas à ces compagnies qui ont fait des dégâts et qui continuent aujourd'hui à créer des bombes économiques. Boum! Ça veut dire que ça n'existe vraiment pas. C'est vraiment artificiel. Quand vous dites ça n'existe pas, c'est-à-dire que... Mais comment ça se matérialise? Comme moi, comment me donner l'argent qui n'existe pas comme je suis investisseur? Par exemple, aujourd'hui, je dis, vous créez, vous avez votre chaîne, J'ai ici une trentaine de vous personnes. la vendez par exemple à la bourse, et la bourse crée une certaine valeur de la compagnie, et les gens se battent pour cette valeur, et c'est comme ça. Et comment des shares, comment vous allez créer 1000 shares de votre chaîne de télévision? C'est vous qui avez décidé de comment tricher. On doit tricher. Moi, je dis, on doit tricher. Non, Ça, c'est dangereux. ce langage n'est pas bon. C'est dangereux. C'est C'est dangereux, mais c'est bien pour un débat. Non, je veux dire, C'est bien pour un débat. Ça montre qu'on est différent. On doit tricher. D'abord- je comprends ce que tu es en train de dire en tant qu'anglo-saxon. Ok. Mais quand tu parles à des latins, hein, Des francophones. à des francophones, de tricher, là tu renforces le système. Pas voler, tricher. Là tu renforces. Mais c'est ça, bon, la compréhension du mot tricher, voler dans notre culture francophone et latine, c'est différent. C'est différent. Quand tu dis par exemple que le Chinois a triché, non, le Chinois a copié. À copier. Copier, oui, copier, c'est tricher. Mais en plus de copier, Pas nécessairement. le Chinois est arrivé à un niveau d'acquérir lui-même le statut de producteur de ses propres marques, qui sont en copiant les autres. Mais aujourd'hui, tout le monde se copie. Tu regardes une Toyota, tu vois que c'est la même carrosserie, le même modèle qu'une Mercedes. Mais ici, et là où j'approuve la position du prof, le problème du système. Et donc aussi, nous parlons quand tu parles des conservateurs, avec le rôle de l'État. Mais dans notre pays, il se pose un sérieux problème. Non seulement le rôle de l'État, mais où existe l'État? Que fait l'État? Quelles sont les matières dans lesquelles l'État devrait intervenir ou ne pas intervenir? Et que fait l'État? Où est l'État? On vous dira, vous entendrez beaucoup cette phrase aussi que l'État est anamoté. Il n'y a pas d'État. L'État va te... Il faut la restauration de l'autorité de l'État. Parce qu'un pays où il n'y a aucune régulation par l'État, tu vis aux États-Unis un État fédéral, tous les États sont autonomes, mais il y a le pouvoir central, le pouvoir fédéral. Et l'État fait sentir son rôle. Il est régulateur. Il est régulateur. Même ton argent invisible est régulé. Oui. Par qui? Par l'État. Norbert Yambayaba. C'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant, mais nous devons être en mesure de répondre à la question. Comment allons-nous éradiquer la pauvreté dans notre pays? Très bien. C'est très important. Mais le professeur avait l'air de dire il y a des revenus, mais c'est mal réparti. Ok. J'ai fait une petite comptabilité. Vous avez 110 millions d'individus. Prenez, si vous avez un budget de 10 milliards, calculez pour savoir le revenu par habitant par jour. Vous n'êtes pas au-delà d'$1. Et donc, en termes de prestations par rapport aux moyens disponibles face à la population, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'ai dit impossible. Mais maintenant, ce n'est pas pour autant dire qu'on va croiser les bras. C'est pas du fatalisme. Hein? Et il faut y travailler. Il faut y travailler. Mais Albert a tenté de donner un certain nombre de solutions. Il a rappelé la diaspora. Beaucoup de pays à travers le monde ont survécu.
Ils ont eu à construire un capital à travers leur diaspora. Je prends par exemple l'Israël, qui est financé chaque année par la diaspora israélienne, de l'ordre de 4 milliards de dollars dans son budget. C'est la diaspora. Faites un petit tour. Il n'y a pas de performance assez élevée au Mali, mais vous allez voir des endroits où la diaspora intervient. Mais encore que on choisisse quels sont les secteurs d'affectation pour construire une dynamique autour de la production de richesses. Là, c'est encore une question questionnante. Deuxième chose, j'ai entendu, et même mon ami Joe n'était pas d'accord avec la dette, mais il vient des États-Unis. La dette américaine est l'équivalence de son produit intérieur brut. Non, je suis d'accord. Je dis il faut la dette. Ah, mais voilà. Voilà. Donc, voilà, nous partageons. C'est le prof qui n'est pas d'accord avec La dette, elle est très importante parce que la plus grande puissance mondiale nous montre. Mais la question maintenant, pour être peut-être plus proche du prof, nous prenons la dette pour quelle activité, quelle finalité, quelle affectation. C'est ça la difficulté. Et Albert dit, quel est notre niveau de gouvernance pour quadriller cela? Lui qui est économiste, c'est ce que c'est l'inflation de développement. Et c'est là qu'il disait, eh bien, il faut créer l'argent. On peut créer l'argent. Mais lorsqu'on a l'argent, on fait des affectations. On sait qu'Albert, c'est un chef d'entreprise. Il peut nous produire autant. Il paye. On peut faire des contrats de performance, etc. Et au travers, par exemple, des banques bien déterminées, on donne des moyens. Et là, il a raison quand Obama, à un moment donné, a résolu de donner des solutions auprès d'autres compatriotes américains qui étaient en faillite avec la crise de 2008, etc. Donc, il y a moyen de prendre des dettes. Mais ne prenez pas des dettes pour répondre, obéir à la logique fondamentale en Afrique, des produits, des services, plus que la production. Okay. C'est cela. Je voudrais également dire que ce n'est pas une honte que d'imiter, d'être riche et bon. On a dit qu'il ne faut pas... Tricher, c'est mieux. Les Chinois... Imiter, copier. Les Chinois, ils ont fait ceci. 30% de leurs étudiants, et Albert a raison, sont allés aux États-Unis. Et quand ils étaient aux États-Unis, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Je me rappelle bien que j'avais un collègue à l'université d'Anvers qui, de temps en temps, on était très proches parce qu'on étudiait ensemble. Mais il me disait toujours, non, mais vous êtes là en train de bloquer les choses. Nous, on est venu voir comment ils ont travaillé, etc. et puis de repartir. Au même moment que nous, on est en train de bloquer pour venir débobiner ici, et ils disent, mais cette caméra-là, comment on l'a fabriquée? Et les Chinois ont utilisé autrefois la méthode de la machine renversée. La machine renversée, ça veut dire, en fait, on a fabriqué une machine aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, en fait, en Europe occidentale, parce que c'était la plus grande puissance. Et ils prennent, ils dépiècent, et ils commencent à monter une nouvelle machine inverse. C'est ça la méthode de la machine inversée. Et ils arrivent finalement à avoir une machine inversée. Ils ont consolidé leur conviction. Et c'est là que j'ajoute une dimension que vous ne prenez pas en considération. La dimension spirituelle. Ils ont fait une connexion pour avoir un génie propre. C'est pas facile. Pour être en contact avec le génie, pour être inspiré. Voilà, pour être inspiré. Et ils ont fait ça plusieurs années. Et prof vous a dit 245. Je venais de lire il n'y a pas longtemps. 650 technologies. Elle vient de prendre même le dessus au niveau de brevets, de découvertes. Par an. Tu vois. Donc, c'est très important. Et ils ont fait ça. Maintenant, ils ont stabilisé et ils ont consolidé. Ils commencent à produire leurs propres technologies. Le grand malheur pour nous, c'est parce que nous ne faisons pas un effort. Regardez, faites le listing même des études qui sont réalisées ici chez nous. Est-ce que ces études se font en fonction des priorités? C'est un problème réel. Regardez, le prof disait, il a même dénoncé l'autre fois, les thèses, la qualité des thèses des doctorants. Quelle est la qualité des thèses? Et ces thèses-là, parce qu'il y a un système, et c'est ce que défend mon ami Joe, ce système que vous défendez là, c'est un système qui nous a infantilisés, pour lequel nous voulons déstructurer. Parce qu'en fait, un arbre sans racines tombe, fit-il un baobab. Nous sommes tombés parce que nous n'avions plus de racines. Nous avons tout importé.
tous les systèmes ont été importés. Il faut construire une nouvelle dynamique. Il faut revenir au point de repère et prendre la tangente. Et ça, notre rôle. Mais aujourd'hui, nos universités, certainement que les profs se plaignent, on ne donne pas de subventions, etc. Ça, c'est évident. Va-t-on croiser les bras? Regardez des problèmes que nous avons, la démocratie. Parce que vous croyez que quand on a des recettes, ça réussit. Attention, ce que vous êtes en train de voir, par exemple, dans des institutions de la République, une certaine bourgeoisie politique, c'est l'équivalence de ce que représente les systèmes politiques que nous avons hérités. Ah ben là, il faut nous inventer un autre système. Mais alors maintenant, qui est prêt de nous inventer ce système-là? Vous avez les politologues, vous avez les juristes, les sociologues, compagnie, etc. Où sont les thèses qui nous montrent la voie des sorties pour construire un futur agréable? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc nous endossons tous la responsabilité. C'est ainsi qu'à un moment donné, quelqu'un, avec Emmanuel Todd, je l'ai suivi dernièrement en disant, mais écoutez, Macron a raison. Parce que le modèle démocratique occidental a été soufflé, dépassé, fatigué. Mais il a appelé les meilleurs d'entre nous. Et voilà, on y réfléchit pour dépasser ce modèle, ce paradigme qui véritablement devient inefficace. Le grand problème, c'est que nous avons tellement de contradictions tout au long de l'histoire, mais nous ne savons pas évaluer et prendre une direction. Ça, c'est important. Et même au niveau des universités, le raisonnement devient très vulnérable. Et puis finalement, on sait à qui donner raison. Regardez les partis politiques qui auraient véritablement pu avoir des horizons politiques, des offres politiques, qui permettent de construire une dynamique autour des alternatives. Regardez ces partis politiques, c'est copier-coller. Faites une étude, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose, etc. Et même quand quelqu'un qui a construit son parti, son projet, il n'en a même pas dans son esprit, il ne vit pas ça dans son cœur, etc. Ça sont des problèmes réels. Alors comment y arriver? Moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire taire les débats de caniveaux. Et le débat qui doit véritablement aujourd'hui avoir accès dans nos discussions, c'est le débat contre la pauvreté. Nous faisons quoi? Mon ami n'est pas d'accord avec l'agriculture. Même si Dieu sait qu'aux États-Unis, c'est 8% qui s'occupent de la question agricole, qui nourrissent plus de 350 millions de personnes. L'agriculture ne changera pas grand-chose. Qui exportent à travers le monde, etc. Certainement qu'il y a une étude qui a été faite et qui démontre clairement qu'une agriculture de subsistance ne peut pas. C'est une souffrance inutile. Il faut la mécaniser. Mais il n'y a pas que ça. Mais lorsqu'on a une politique cohérente, on peut y arriver à le faire. Et pour le cas du Congo, peut-être qu'on va y arriver, il y a eu des prévisions. Des prévisions autour de la mise en place, c'est pas d'une banque, pour financer véritablement l'agriculture. Une prévision autour d'un fonds de garantie pour construire une pépinière d'entrepreneurs. Ce sont des questions qui sont très importantes, qui auraient pu véritablement être rendues opérationnelles, et que l'opposition pouvait aussi sauter l'occasion pour que quelque chose de concret comme ça se réalise. Alors maintenant, si tous nous sommes autour de la démocratie, des élections, etc., et on laisse toutes ces questions, combien d'entrepreneurs aurons-nous? Et avec ces entrepreneurs, nous aurons à produire des emplois, nous aurons à nourrir, à donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école compagnie. Ça, on en a besoin. Et ces débats-là sont importants. Ces débats-là sont importants. Et cher ami Peter, j'aimerais vraiment que lorsque vous faites le résumé, nos discussions, et moi je viens ici, Dieu me voit, j'ai envie vraiment que les choses changent, mais ce n'est pas pour se faire insulter. Il ne faut pas que nos compatriotes qui sont à travers le monde, qui savent comment les Occidentaux se sont battus pour construire les États, doivent comprendre qu'ils ont intérêt à nous aider en tant que diaspora. À contribuer pour que nous puissions avancer. Mais prendre le temps pour insulter les gens, c'est pas une bonne éducation. C'est aussi une question de mentalité, d'éducation. Et donc, c'est ça la recette qu'on voudrait nous donner comme industrie. Je me rends compte qu'il y a une réalité essentielle concernant notre pays que nous éludons. Lorsque nous parlons des budgets, tout ça. Nous avons une économie formelle et une économie informelle. La proportion de l'économie informelle est beaucoup plus élevée que celle
de l'économie Le formelle. Zolobambi l'a dit. Ce qui fait que même cet État, même ses gouvernants, leur capacité à appréhender, à avoir une idée correcte de l'économie est incomplète. Alors, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, on se rend compte quand même d'une chose, c'est que en grande partie, c'est cette économie informelle qui soutient du mieux qu'elle peut la majorité de nos pauvres et qui traite avec la majorité de nos pauvretés, surtout les pauvretés primitives. Les efforts que fait l'État pour, en quelque sorte, attirer l'économie informelle dans le formel et élargir l'assiette fiscale, booster les recettes fiscales, ce sont des efforts qui sont faits depuis je dirais presque depuis des générations, mais qui ne portent pas de résultats. Pourquoi? On en revient au système, on en revient à la gouvernance. Norbert vient de parler de certains projets, des agences, des fonds de promotion de ceci et de cela, qui sont déjà annoncés ou sur la table. Oui, ce n'est pas nouveau, on en a eu dans le passé, le fonds de promotion de l'industrie qui était prêté par le fonds de convention, développement, etc. Mais la banque agricole. Mais on se retrouve toujours avec le même problème. Aujourd'hui, vous allez au FPI, si votre dossier n'a pas un backup politique, ça passe pas. Vous n'avez rien. Et je vous dis ça en tant qu'entrepreneur qui se pose même la question, comment les gens perçoivent en tant qu'entrepreneur qui a déposé un dossier complet depuis 2019 et qui, en fin de compte, m'entend dire, mais vous êtes proche des gens qui sont là, est-ce que vous ne pouvez pas demander qu'on nous donne une instruction? C'est ça, là, c'est ça les réalités qui tuent les bonnes idées, qui tuent les bonnes initiatives. Tout à fait. Et on en revient au problème du système. Je vais vous éviter les problèmes des taxes que j'ai ici. Vous risquez de voir des gens au chômage. Non, je veux dire que quand nous parlons des réalités sociales au Congo, pays pauvre ou pays riche, est-ce qu'un enfant libanais, un enfant indien, un enfant belge, un enfant congolais au Congo ici, souffre de malnutrition? Vous allez à l'Équateur là-bas. Il y a la pluie, il y a la forêt, il y a la terre riche, il y a le gibier. Nous avons une équipe d'étudiants qui reviennent de là. La malnutrition bat son plein. Les étrangers ici, particulièrement les étrangers blancs, ils souffrent plutôt de suralimentation. C'est nous qui souffrons de sous-alimentation. Je reviens au problème du système et de la répartition des richesses. Quand on nous dit le modèle occidental, les Américains, tout ça, les Américains, les Français, les Belges, c'est tous des voleurs. Oh, mais leur richesse vient d'où? Des colonies. Ils volent le monde entier. Hein? Ça, c'est une... Pourquoi les Français... Qu'est-ce que les Français font encore dans les anciennes colonies? Françaises, dans l'Afrique de l'Ouest, là-bas. Oui. Ils savent que sans piller les anciennes colonies, leur économie ne peut pas fonctionner. Les Américains, c'est la même chose. Ben, faisons très attention sur la provenance des richesses de tel ou tel autre pays.
puisque nous sommes aujourd'hui à l'époque des obsèques de la reine Elisabeth. Elisabeth là-bas, quand vous étudiez la famille royale britannique, étudiez aussi le débat, la guerre qu'il y a eu entre les Britanniques et les Indiens avec Gandhi. C'était la guerre de quoi? Hein? Tous ces messieurs ont volé le monde entier et continuent à voler le monde entier. Leur richesse est basée fondamentalement sur le vol. C'est pour cela qu'ils vous remettent maintenant les objets d'art et qu'ils présentent s'excuser. Mais s'excuser, ça résout quel problème? Vous avez pris, vous vous êtes enrichi avec ça, vous continuez aujourd'hui. Je t'ai prêté mon livre que tu dois me remettre. Je l'ai sur la table au bureau. Oui. J'ai fini de lire. Le Fonds monétaire et la situation au Congo. Basusu na bisongo, basusu na mawa. C'est important. 1984, je crois. Oui, 84. 84. Je termine en disant qu'avec tous les amis ici, moi je crois beaucoup à un système d'enseignement qui distingue entre l'intelligence mathématique et l'intelligence catéchisme. L'intelligence mathématique, ça signifie que vous concevez tout en termes d'équations à résoudre. J'ai tel problème, comment je vais trouver une solution? Ça, c'est la créativité, c'est l'inventivité. C'est ça que font les Chinois, c'est ça qu'ont fait les Européens et les Occidentaux de manière générale, les Asiatiques aujourd'hui aussi. Et c'est le système que vous conseille chez Cantadiop. L'intelligence catéchisme, c'est ça, bloquer, reproduire. Ça développe la mémoire, ça ne développe pas la créativité. Et nos universités ici ne développent pas l'intelligence, la créativité. C'est la mémoire. Plus fidèlement vous avez reproduit le discours du professeur, plus vous êtes intelligent. Mais ce n'est pas l'intelligence. Nous avons beaucoup de problèmes. Il faut que nous apprenions à résoudre ces problèmes d'abord nous-mêmes, comparé à ce que les autres ont fait. Ici, pratiquement dans tous les domaines, c'est qu'est-ce que la France a fait, qu'est-ce que l'Amérique a fait, et imitons. Non, ils ne sont pas plus hommes que nous. Ils n'ont pas 4 têtes. Ils se sont trouvés confrontés à leurs problèmes et ils ont cherché des solutions à leurs problèmes. Je crois que nous sommes capables de faire aussi la même chose. Okay. Au lieu de croire que nous devons aller, je n'utilise pas ton terme tricher, il est mauvais. Il est mauvais. Non, il faut inventer, créer des solutions à des problèmes. Je crois que quand l'homme est confronté à des difficultés, comme je l'ai dit souvent ici, il n'y a personne qui veut mourir. Même Yamba ici. Il peut aller prier chaque jour. Si vous lui demandez de mourir demain, il va retarder la mort. Je vais demander d'abord que le professeur s'en va et après, sera mon tour. C'est dans les difficultés que l'homme devient créateur. Plus vous avez des difficultés, plus l'intelligence et l'imagination tournent. Mais quand
vous optez pour la philosophie, de l'idéologie, de la facilité. J'ai des difficultés, qu'on me résolve ces difficultés. Qu'on vienne m'aider, que j'imite X et Y. Là, nous sommes partis pour la gloire. Ton émission, je voudrais terminer là-bas. Les échos que nous avons sur ton émission, c'est cette valeur, c'est cette possibilité de voir des intervenants qui s'efforcent de réfléchir, de résoudre des problèmes. Vous avez parlé parmi les noms que vous avez cités ici, des gens à qui vous avez fait clin d'œil, il y a Kalengai. Willy Kalengai. Oui, mais Kalengai, c'est que je fus son doyen aux sciences économiques à l'université de Lubumbashi. Ah, ok. Que je lui ai donné le cours d'économie du tiers-monde. Ah, ok. Ah, bon. Ok. Et on est allé dans ce sens-là. Très bien. Créer. Vous êtes à la faculté d'économie. Il y a, c'est l'époque de la guerre Iran-Irak. Je demande qu'un imam vienne parler aux économistes. Mais il n'y a pas de courant dans la salle. Il n'y a pas d'amplificateur. Comment on va faire? Vous, étudiants d'économie, dans votre cercle là-bas, on doit faire cette conférence. Moi, je vais programmer le temps de manière telle que quand le débat devient houleux, vers 19h là-bas, le courant parte. Que tout le monde hurle. Mais l'imam est en train de travailler, est en train de parler. C'est ce qu'on a fait. Moi, je ne veux pas à la GECAMIN, à la SNCZ, chercher des techniciens. Vous êtes des étudiants en économie, vous allez chercher vos collègues des polytechniques, ils viennent installer le courant ici, la sonorisation avec votre argent, votre intelligence, et on oblige tous les Libanais qui sont ici, qui viennent suivre leur imam, de financer l'opération. On a réussi. Ok. Hein? Ça, oui, ça on peut créer. On peut tricher. Tricher. On a pas fini, on tricher, termine par non. vous. Je voulais dire une chose, je dis, on peut inventer, mais je dis dans mes conférences, avant de savoir écrire, quel est le premier pas? C'est quoi? C'est quand j'étais petit, il y avait des cahiers de calligraphie, on copiait. Le maître disait elle, on copiait. On a répété, j'ai fait ça quand j'étais petit, et quand j'ai appris à écrire, c'est après. C'est aujourd'hui, il y a un niveau de savoir écrire où c'est limité. Tu sais écrire, tu sais écrire. C'est aujourd'hui que je peux... On ne triche pas. Non, c'est ça. De deux, on doit se comparer au monde. Sinon, on va réinventer une roue qui existe. Des trois, parlons de l'agriculture. Le Burundi, qui investit, son plus grand secteur d'emploi, c'est l'agriculture. Et l'autre, c'est l'industrie et le service. Il est numéro 1 au monde. C'est un pays pauvre. Singapour, moins de 1% est dans l'agriculture. Près de 95%, c'est dans le service. Pas même industrie. C'est parmi les pays à revenus élevés. Ça veut dire, si vous voulez résoudre la pauvreté, moi je vais parler d'un ami que j'aime bien, c'est Al Kiteng. Et je taquine un peu les autres intervenants qui disent, je vais te citer le petit blanc, qu'on est africaniste, pour taquiner. Je dis, je cite Al Kiteng. Al Kiteng m'a dit un jour, il dit, mais tu sais quoi, Joe? Tout le monde parle de, comment ça s'appelle, faire la guerre à la pauvreté, au lieu de parler de créer la richesse. On est en train de regarder le mauvais tableau. Pour battre la pauvreté, il faut créer la richesse. On doit parler de comment créer la richesse. Parce que quand on devient riche, directement, on a battu la pauvreté. C'est ça que je dis. Je suis contre l'agriculture, pas certains services, certains secteurs à revenus faibles. Et pour finir, je dis, j'espère que les gens vont comprendre. Pour moi, je délimite le débat en deux niveaux.
Je dis les conservateurs qui veulent nous faire attacher au passé. Ils parlent du passé, les notions passées. Et je dis les libéraux qu'on parle du futur. Les idées, ça existe. Par exemple, moi, je parle d'un système qui est contre l'alternative du capitalisme, du socialisme, dont je dis éthicisme. Ailleurs, on en parle. En RDC, on n'en parle pas. Pourquoi? Ce n'est pas un marché des idées. On doit faire une guerre idéologique entre les gens qui veulent nous attacher au passé et des gens qui veulent parler moderne et parler du futur. Merci beaucoup. Retenez une chose, c'est qu'il faut créer, il faut tricher. Tricher. Copier, et puis créer, mais aussi avoir un système propre qui permette à ce que cette richesse, cette création, tout ce qu'on gagne, puisse réellement bénéficier à la population. Écoute, Et laisser surtout Kimoyibi. Je crois avoir résumé l'émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Ce programme est une manière pour nous d'aiguiser le goût du savoir pour chacun de vous, puisque pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. On se salue. Moi, j'aime ces genres d'émissions, je sens que j'ai pris